Madame, Messieurs, nous sommes très ravis de vous retrouver dans ce numéro de Invité, votre magazine qui reçoit pour vous des acteurs politiques, qui soient de la société civile, de la majorité ou de l'opposition. Ici, nous donnons notre point de vue, nous décryptons l'actualité et nous donnons aussi notre position par rapport à différents sujets. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de réformes au niveau de la CENI, mais aussi nous parlerons de cette actualité liée aux 13 parlementaires, est-ce constitutionnel, est-ce extra-institutionnel. C'est ce que nous allons bien sûr essayer d'en parler tout à l'heure, mais aussi également l'actualité Kassoum Balessa, c'est le phénomène Bilanga et tous ses contours. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce contour juridico-politique de ce phénomène. Et nous allons aussi également parler de FCC et Cash, un mariage existant seulement dans la capitale ou aussi également en province. Où en sommes-nous avec le PPRD ici à Kassoum Balessa après les élections? En tout cas, nous recevons pour vous un cadre de PPRD, Maître Jérémy. Il est maître défenseur judiciaire, bien sûr, de son État au barreau de Kipushi, mais il est aussi conférencier à l'IPK, Université du Katanga, c'est ça? Oui, vous êtes aussi assistant à l'ISTEM Kalemi, un scientifique avéré, analyste politique, cadre PPRD, avec qui nous allons aborder toutes ces questions. Où en sommes-nous avec le mariage FCC Cash? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, nous sommes dans le mariage. Comme il est toujours dit, il n'existe... il y a toujours des couacs, hein, c'est-à-dire... des incompréhensions au niveau de la communication, mais le mariage en soi existe, nonobstant quelques incompréhensions de part et d'autre. Comment vous évaluez ce mariage, parce que nous sommes déjà à près de 2 ans déjà? Effectivement, nous sommes déjà avancés avec ce mariage, oui, et nous, de notre côté, nous avions déjà compris que nous sommes dans ce mariage qui est d'ailleurs constitutionnel, parce que c'est l'article 78 qui consacre la coalition, qui demande à ce que lorsque, une fois le chef de l'État élu et qui se retrouve dans une situation dans laquelle il n'a pas la majorité, il peut chercher à coaliser avec la partie qui a la majorité. Mais nous, du côté FCC, on a déjà compris et nous évoluons dans ce sens, mais malheureusement, nos partenaires en face n'arrivent pas à comprendre que la chose a déjà décollé, que la chose se veut comme cela. Alors, ils sont toujours en train de crier au secours. Ce qui donne un bilan purement négatif par rapport aux 2 ans de cette coalition. Dire un bilan négatif, je ne peux pas directement conclure de cette façon-là. Je dis toujours, il y a toujours de l'espoir parce que c'est pour la toute première fois que la République démocratique du Congo vient de vivre cette réalité pour la toute première fois où nous avons un président qui n'a pas la majorité, qui n'a que ce qu'on appelle la majorité présidentielle et qui n'a pas la majorité parlementaire. Je crois qu'il n'y a pas longtemps qu'on a encore mis sur pied un comité pour faire le suivi de manière à ce que nous puissions bien aboutir, oui. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que je peux dire concernant notre mariage, que nous de notre côté du FCC, nous avions compris cela et nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Mais malheureusement, nos partenaires n'ont pas encore compris cela. C'est pourquoi il faut... Que faudra-t-il faire pour le faire comprendre, selon vous? Moi, je pense que c'est un problème... de mariage quand même. Oui, c'est un problème de mariage. Moi, je pense que leur leader, je peux prendre même le chef de l'État. Le chef de l'État a déjà compris. C'est le chef de l'État qui a coalisé. Bon, je ne sais pas, il y a de l'autre côté, on nous fait voir que non, chez nous, c'est la pyramide renversée. Donc, c'est à nous de définir les choses. Mais nous nous disons aussi non. Dans la gestion de la res publique, il n'appartient pas à tout le monde plutôt de diriger. Ce sont les sommets qui dirigent, oui. Ce n'est pas le bas qui dirige. Donc vous voyez déjà, quand on ne sait pas faire la différence entre au sein du parti politique et au sein
de la gestion de la res publique à l'État, déjà voilà ce genre... C'est que ça donne. C'est que ça donne, oui. Voilà. Voilà, alors on va revenir bien sûr sur ces sujets en fin d'émission, parce que nous allons parler aussi également du PPRD, votre parti politique. Mais permettez qu'on puisse d'abord aborder cette question, cette thématique, les réformes de la CENI. Peut-on parler d'agenda caché politiquement? Merci beaucoup. Comme dans toutes les démocraties, il y a toujours eu de cadres qui pensent pour réformer les choses, afin d'aller bien jusqu'au bout. C'est vrai, les élections dans le monde ont toujours été l'objet des contestations, l'objet des mécontentements, parce que c'est l'œuvre humaine, et l'œuvre humaine ne manque pas vraiment des erreurs. C'est comme ça qu'il y a toujours eu de gens qui voudraient toujours penser aller dans le sens d'amener les choses là où elles doivent être. C'est pourquoi les autres pensent que nous devons réformer. Oui, la loi électorale, oui. D'ailleurs, je fus aussi candidat à l'élection passée de 2018 à la députation nationale et aussi provinciale, voire même sénatoriale, oui. Je fus aussi candidat. Nous avons vécu l'élection, j'ai de l'expérience. Est-ce que c'était nécessaire, c'était une obligation de revoir les animateurs ou bien les tests qui régissent la CENI? Oui, quand on parle de la réforme, oui, d'une part, ce sont les textes qui posent problème, et de l'autre côté, ce sont aussi les animateurs. Tout cela c'est bien, mais il faut toujours se poser aussi la question de l'opportunité. Est-ce qu'il y a opportunité? Oui, si les autres ont estimé qu'il y a opportunité pour qu'on essaie un peu de revoir la chose, c'est aussi bien. Je vis d'abord, la première personne à envisager cela, c'était le chef de l'État. Lors de ses discours, il y a eu à parler sur la réforme. Moi aussi, individuellement, en tant qu'analyste politique, j'ai aussi aimé qu'on puisse vraiment réformer les choses. C'est par exemple aujourd'hui l'élection des listes. Pour moi, ça ne me plaît pas. Imaginez pour une élection des listes, lorsqu'un candidat est choisi sur une liste, même si après ce candidat-là, il y a quelqu'un qui a aussi des voix plus que lui, on le laisse, mais on part sur une liste où il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup de voix, mais il passe. Donc vous voyez déjà que c'est déjà un problème. Moi, personnellement, j'ai toujours combattu l'élection des listes. Mais il y a un problème. À l'FCC, on nous accuse. On dit que non, ils ne veulent pas de la réforme. Nous, nous disons non. Nous voulons la réforme. Nous voulons tous ces débats-là démocratiques, mais il faut que cela se fasse dans le cadre institutionnel. C'est ça, nous, notre problème. Et dès lors que les 13 parlements, plutôt les 13 personnalités, veulent amener un débat aussi de la démocratie hors des institutions, c'est là où maintenant ça fâche dans notre... Pourquoi ça vous fait peur? C'est aussi une autre manière de s'exprimer. Non, ça ne nous fait pas peur. Ça, c'est remettre maintenant en cause les institutions. Nous avons les institutions légitimes. L'institution président de la République, nous avons les institutions parlement. Et dans les démocraties normales, c'est au sein des institutions que les débats pareils peuvent se passer. Parce que moi, je vais me demander quelle est maintenant la raison des députés que nous avons votés. Alors, quel est leur travail maintenant? C'est au sein de ces institutions où on peut soumettre ce genre de réflexion et on les débat. S'il y a à modifier, on modifie. Mais dès lors qu'on commence à sortir dans le cadre institutionnel... Vous êtes majoritaire au Parlement, ça c'est connu de tout le monde. Alors, donc, du coup, ça frustre l'autre camp sous prétexte que, bon... De toutes les façons, si c'est non, ils sont majoritaires et ça passera pas. Le problème, ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire, vous pouvez cautionner le mal. Non. Être majoritaire, ce n'est pas le fait de cautionner le mal. C'est-à-dire, dans le système électoral, même si on est majoritaire, mais on peut toujours constater qu'il y a des ça ne va pas. C'est comme ça, moi, je vous dis personnellement, bien qu'un cadre peut perdre, personnellement, moi, j'ai constaté que on a besoin de la réforme, oui, électorale, parce qu'il y a certaines choses là où ça ne marche pas. Mais ce que nous craignons, les gens qui ont eu à initier ce genre de démarches, vous allez constater, ce sont souvent peut-être des frustrés, des gens qui n'ont pas eu à se retrouver peut-être dans le partage des gâteaux. Comprenez un peu l'expression, oui.
Et vous allez voir, lorsqu'ils commencent ce genre de démarche, ils ne peuvent pas parler qu'il y a partage de gâteaux à la fin. Ils diront que c'est pour le bien du peuple. Vous voulez dire qu'on est en train de pousser les institutions à faire des négociations pour que les institutions tombent et qu'on rentre dans un système politique comme avant et on se partage les gâteaux d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, je pouvais comprendre par le passé, lorsqu'on pouvait initier les discussions dans le cadre interdiocésain de l'église catholique, la SEMCO et tout ça. Donc voilà. Oui, je pouvais comprendre cette époque-là parce qu'on accusait, on disait que les institutions étaient illégitimes, étaient en dépassement. Oui. Seul le chef de l'État avait la légalité parce que la Constitution disait que le chef de l'État pouvait rester en fonction. Donc il avait la légalité. Et alors les autres institutions telles que le Parlement et autres étaient un peu en quelque sorte illégitimes. Il fallait aller au dialogue pour essayer un peu de donner de la légitimité à ces institutions. C'est comme ça que l'accord global, plutôt l'accord du centre interdiocésain a dit au même moment que le chef de l'État pouvait rester en fonction, alors que même les autres institutions pouvaient aussi rester en fonction. C'est comme ça qu'on a institué même le CNSA et tout ça, c'est pour amener les élections dans l'année voulue parce que l'élection n'a pas été organisée. Là, on comprend. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Aujourd'hui, nous avons les élections, nous avons un président qui a été élu, nous avons les institutions installées. Mais maintenant, je ne vois pas aller encore en dehors de ces institutions. Dès lors qu'on va dans les schémas voulus par les 13 personnalités que nous aimons, c'est comme si vous remettez en cause les institutions établies ici des élections. Oui, c'est comme s'ils sont illégitimes. Donc voilà un peu la crainte, là où plusieurs n'arrivent pas à comprendre, mais ils crient, oh non, ils ne veulent pas parce qu'il y a un agenda caché. Non, il n'y a pas d'agenda caché. Nous sommes dans les démocraties. Nous devons faire les choses comme la démocratie exige, oui. Très bien. Pas d'agenda caché selon vous. Et qu'est-ce qui doit être fait en termes de réforme concrètement? Bon, il appartient d'abord à ceux qui ont voulu cette initiative. Ils savent sur quoi il faut nager. J'ai entendu par exemple ceux de MLC, ils disent que la loi électorale exclut les autres. Donc vous voyez, c'est aussi un problème. Ou peut-être les autres disent qu'on accuse les autres, on les colle à la justice, une façon de les écarter avec des jugements là, je ne sais pas, uniques. Donc voilà un peu ce genre de réflexion. Donc nous pouvons, pour les autres, ils estiment qu'il nous faut quelque chose qui met tout le monde en compétition. Donc c'est... Alors moi je dis de manière bref, il appartient à ceux qui ont initié ce genre de réflexion, de pouvoir étaler et là où ça fâche dans la loi électorale passée. Malonde a déjà écarté, donc là il n'y a pas de problème. Non, Malonde a écarté, bon, nous disons aussi... Votre candidat? Non, ce n'est pas... Non, il n'est pas candidat. Le candidat caché FCC? Non. Vous voyez que les politiques aussi jouent au secours, ils crient même là où il ne faut pas crier. Ronsard n'est pas un élément de FCC ou de cash, c'est quelqu'un qui est issu des confessions religieuses, oui. Quelqu'un qui a un CV vraiment avéré, quelqu'un qui a de l'expérience et que les confessions religieuses ont estimé que c'est la personne qu'il fallait. Alors maintenant, où est la place des FCC? Nous avons vu les gens marcher, nous avons eu à voir même des gens mourir. Donc vous voyez que les politiques, lorsqu'ils ne voient pas leurs intérêts, ils crient vraiment au scandale. Et surtout aussi, le malheur du Congo, c'est les FCC. Donc vous voyez déjà, c'est-à-dire le diable du Congo, c'est les FCC. Le diable du Congo, c'est Joseph Kabila. Même si Joseph Kabila n'est pas là. Avant, on criait non, transition sans Kabila. Et sans Kabila. Oh, le malheur du Congo, c'était Kabila. Mais voilà que Kabila n'est plus aujourd'hui. Mais on continue toujours à les citer. Donc vous voyez un peu... Donc selon vous, il ne bloque pas la machine, c'est ça? On va vous bloquer comment? Vous devez travailler. Et aussi, j'ai l'impression que nos amis d'en face veulent travailler sans l'opposition. Je ne dis pas que nous sommes de l'opposition, mais j'ai l'impression que nos amis... Ça vous gêne, c'est double casquette être... Non. Ça, c'est mon analyse personnelle. J'ai l'impression
Nous, lorsqu'on a dirigé pendant ce temps, on était en face d'une opposition qui n'était même pas républicaine, radicale, tout était noir. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas que personne puisse parler ou soit critiquer. Quand vous critiquez, vous êtes ennemi de Fachi Béton. Quand vous critiquez, c'est comme si donc on va vous chercher, on va chercher à vous créer. Donc non, ce n'est pas comme ça que les choses doivent évoluer. Nous sommes dans les démocraties, nous devons évoluer. Vous devez aussi rencontrer de résistance, oui, en termes des idées. Et ils ont amené quand même l'état de droit. L'état de droit, ça c'est aussi vraiment une grande thématique. Messieurs les journalistes, je vais vous révéler une chose. C'est quoi d'abord, vous êtes juriste, l'état de droit, c'est quoi? Avant que j'arrive d'abord à cette définition. Lorsque je regarde sur ma ville, quand je passe, je vois des panneaux sur lesquels est écrit état de droit par quelqu'un. Et moi je me demande, le monsieur qui a écrit, il n'est même pas passé aux études. Il n'a même pas été à l'école de bon droit. Or, le droit est beau. Même ceux qui veulent défendre les droits doivent être aussi beaux. Mais nous sommes surpris